Bonjour et bienvenue, je m'appelle Danielle Olofsson. Je suis chef de la protection des données chez PCF et chargée de cours à l'Université de Montréal où je donne un cours sur la protection des données et les technologies de l'information. Et je suis ici avec mon collègue Nicolas Thiriot. Bonjour Daniel, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Alors comme vous le voyez, nous avons un titre des plus optimistes aujourd'hui. On parle de reprise. Évidemment, reprise économique dans le sens de reprise de l'économie, de la vie économique et non pas de reprise économique. Celle-là, évidemment, il faudra attendre une autre présentation avant qu'on en parle. On a des signes de vie. Nous, évidemment, c'est diffusé en différé, évidemment, compte tenu des contraintes logistiques qui nous sont imposées. Mais on a quand même vu des voitures aujourd'hui. Nous sommes sur le boulevard de l'Évêque. On a quand même vu des voitures aujourd'hui. Alors, c'est quand même encourageant de voir des voitures circuler au centre-ville de Montréal. Signe de vie, effectivement. Donc, sans plus tarder, voici certains des éléments. On va passer à la prochaine diapositive. La nécessité de se conformer. Alors, qu'est-ce qu'on entend ici? C'est qu'évidemment, on veut profiter de la reprise. On a eu une pause. On a été en mesure d'évaluer, de reprendre un peu de retard dans différents secteurs. Mais qu'on constate, c'est que surtout au niveau des PME, où il y a une majorité, mais ce n'est pas seulement chez les PME, il faut bien se le dire, qu'il n'y a pas de conformité, où on constate effectivement des lacunes en termes de conformité. Et ça a fait en sorte qu'avant la crise de la COVID-19, tant du côté du gouvernement du Canada que du gouvernement du Québec, on avait évidemment une volonté annoncée de procéder à une mise à jour et un alignement de la législation canadienne, québécoise sur les lois européennes. L'Europe, les États-Unis nous livrent des bonnes pratiques à suivre, évidemment, tracent la voie. Du côté de l'Europe, évidemment, on appelle le gold standard. Il y a des barres qui ont été placées très hautes. On n'a qu'à penser le droit à l'oubli qui a été mis de l'avant du côté européen en termes de normes législatives et réglementaires. On n'a qu'à penser aussi quand on dit qu'il y a des plus grandes rigueurs et des normes plus sévères, mais aussi des pénalités qui sont plus grandes, qui sont imposées. On n'a qu'à penser à Google avec une amende de 50 millions d'euros. Alors, on voit très bien que le sérieux de la situation est dans un autre ordre par rapport à ce qu'on observe encore chez nous. Et évidemment, la législation, c'est important de faire un rappel à cet égard. Alors, on rappelle la législation applicable, et là, on parle du secteur privé, mais il y a des lois équivalentes dans le secteur public. Alors, au Canada, la loi fédérale sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est la loi applicable. Au Québec, nous avons la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Et, comme on disait tout à l'heure, le règlement général sur la protection des données européen est très important si vous avez des clients en Europe et si vous êtes en train de traiter des données sur des individus qui sont situés en Europe. Et cet été, il y aura le California Consumer Privacy Act qui prendra effet. La loi est déjà rentrée en vigueur, mais il y a eu un délai à cause des règlements qu'il fallait finaliser. Et la raison pour laquelle on fait constamment ce rappel au niveau de la législation, c'est d'avoir à l'esprit que, toujours regardez, le Canada, la loi, est une loi fédérale, donc qui en principe s'applique dans les sphères de compétences du Parlement fédéral. Et il y a un débat pour savoir l'étendue d'application de certaines de ces dispositions à des entreprises de compétences provinciales, qui est la plupart des entreprises en fait. Mais il y a le fait qu'il y a des normes qui sont établies là-dedans, qui sont maintenant reprises par bon nombre d'entreprises, qui deviennent donc des bonnes pratiques et qui font en sorte que si on n'est pas en conformité avec ces bonnes pratiques, on est interpellé, on est questionné. Et s'il arrive une calamité, bien évidemment, à ce moment-là, on va devoir justifier pourquoi on n'avait pas mis en pratique ces situations-là. Il peut y avoir des raisons, mais il faut être prêt à les expliquer. D'où le besoin d'ordonnancement qui est l'objet de notre présentation d'aujourd'hui. Donc, pour revenir à la reprise économique, on ne sait pas de quoi aura l'air un monde post-COVID-19. Par contre, je pense qu'une des choses dont on peut être certain, c'est que la conformité jouera un rôle primordial. Les chefs, les leaders nous parlent de reprise bien pensée, et cela tant au niveau économique que environnemental, que
parité. Je pense qu'il y aura beaucoup d'emphase placée sur la parité et aussi sur des pratiques comme celle de la protection des données. On assiste, voyez-vous, en période de pandémie, en période d'urgence sanitaire, le gouvernement occupe toute la place. Il y a vraiment un rôle, une fonction étatique qui est une intervention importante. On n'a qu'à penser, Québec, Canada, on voit les chefs de gouvernement qui se présentent en direct à la télévision à tous les jours. Ça conditionne évidemment l'action gouvernementale qui fait en sorte que le gouvernement va avoir tendance à occuper beaucoup plus de place et faire beaucoup plus d'interventions dans tous les secteurs. Là, on le voit en matière de sécurité publique, en matière de santé publique, mais on va voir que ça va s'étendre à d'autres domaines. Il y a donc lieu de s'attendre, comme disait Daniel, le nouveau monde post-COVID, post-urgence sanitaire, ça va être un monde où le gouvernement va chercher à occuper une place encore plus grande. Et donc, ce qu'on a proposé, enfin, ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'est simplement d'expliquer ce qu'il faut faire pour se rendre conforme. C'est pas sorcier. Moi, ce que j'ai constaté chez les clients, c'est que on hésite parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire. Alors nous, on a essayé de démystifier le processus et de vous parler notamment de trois étapes très importantes, les 3 étapes principaux, c'est-à-dire le registre des données, les politiques et procédures qu'il faut mettre en place et comment établir une culture de privacy chez vous, dans votre entreprise. Alors, pour commencer avec le registre des données, de quoi s'agit-il? Alors, ça peut paraître assez ennuyant comme sujet, mais en fait, les clients avec qui j'ai fait ça ont réalisé que en fait, c'était un exercice qui était très utile et qui leur permettait de comprendre vraiment la communication au sein de leur entreprise. Alors, le registre des données, c'est un document, tout simplement, qui décrit la nature des données que l'entreprise traite, qui collecte, qui transfère, qui communique, comment ces données sont collectées, utilisées, stockées, comment ces données-là sont protégées, quels sont les accès qui sont accordés aux données et qui sont les destinataires des transferts de données. Alors, bien, comme j'ai dit, que ça puisse paraître tout à fait ennuyant, c'est quand même une étape qui est absolument primordiale et c'est l'étape qui va faciliter toutes les étapes. Lorsqu'on a terminé le registre des données, là, c'est une question de remplissage de cases presque pour le reste. Et ce n'est pas un exercice qui est désagréable en tant que tel. Alors, ensuite, on passe aux politiques et procédures. Oui, alors quand on parle évidemment de politique et de procédure, il y a les politiques elles-mêmes qu'il faut voir, mais il faut voir aussi au niveau du contenu et après ça, évidemment, les processus qui sont appliqués. Alors, allons-y tout d'abord en ce qui concerne les politiques. Alors, les politiques, on va voir tout d'abord terminologie, politique ou ligne directrice interne. L'expression que vous utilisez est la vôtre. Il faut bien avoir à l'esprit que, éventuellement, exemple, s'il y a un bris, s'il y a un bris au niveau des données et au niveau de l'accès à l'information que vous possédez et à vos banques de données, ces documents-là vont être questionnés par des autorités gouvernementales, par des médias, par des partenaires d'affaires, par différents groupes. Et à ce moment-là, la terminologie que vous aurez utilisée sera quand même importante. L'idée, que ce soit politique ou ligne directrice interne, c'est évidemment qu'il y a des éléments de la conduite, de la gouvernance et de la gestion qui soient reflétés dans ces documents. L'élément qu'on vous donne ensuite, c'est celui de l'avis. L'avis, la différence, c'est que la politique, c'est comme quelque chose qu'on convient entre nous de faire et on dit comment faire. L'avis, on prend une position et dans l'avis, il y a un élément, il y a un engagement qu'on donne. Donc, quand on émet un avis et qu'on dit voici ce qu'on fait et voici ce qu'on va faire avec ce qu'on a ou quoi que ce soit, bien à ce moment-là, vous vous êtes campé dans votre position. Alors, il faut donc s'assurer que autant la politique, on peut l'avoir, la réviser ou quoi que ce soit, autant la vie, une fois que des gens, on va avoir basé leur conduite sur le contenu de la vie,
ça ne veut pas dire qu'on peut simplement, à volonté, revenir et le changer, parce que ces gens-là qui auront basé leur conduite pourront avoir une réaction et, évidemment, des réclamations concernant cela. Dans les politiques, à ce moment-là, il faut donc, quand on est en termes de politique, savoir qu'il y en a qui s'adressent à vos employés, et il y a donc une façon de s'adresser à vos employés. Il y a une méthode, évidemment, qui est propre à ça. Et il y a aussi des éléments qui sont compris de part et d'autre, qui font en sorte que la politique concernant les employés pourrait ne pas être comprise entièrement par quelqu'un à l'extérieur de l'entreprise, parce qu'on parle à des initiés. Quant à, par exemple, nos méthodes de gestion ou nos processus internes. Mais évidemment, il y a la politique sur la classification des données et l'importance, elle est grande parce que dans celle-là, il faut non seulement que les gens de l'interne, mais également les gens de l'externe puissent être capables de saisir et de s'y retrouver. Et je dois vous dire qu'on parlait des PME tantôt, mais on peut parler d'entreprises de très grande envergure et je vous mets au défi des fois de vous y retrouver quand on examine leur politique de classification des données. Parfois, on a l'impression qu'ils cherchent à faire tout sauf permettre aux lecteurs de s'y retrouver. Et on va parler tantôt des personnes à qui vous confiez cette responsabilité-là. Parce qu'il y a un élément de convivialité qui échappe dans certaines organisations quand vient le temps de faire l'élaboration d'ici. Politique de sauvegarde et de destruction des données. On aura l'occasion aussi tantôt, je vais juste énoncer un peu de quoi il s'agit, mais on va parler assez rapidement du contenu. Mais élément important, je mets surtout l'emphase sur la destruction qui est la question à 200 milliards de dollars. Ça, c'est peut-être, en fait, l'élément où on est tous, on n'est pas conforme et on ne peut pas répéter suffisamment l'importance d'avoir une politique de destruction des données. Mais c'est facile à dire. Oui, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. À réaliser. Et évidemment, la politique, quant aux témoins, évidemment, témoin, l'expression française, l'expression anglaise consacrée, c'est les cookies. Alors, évidemment, cette politique est importante. Elle n'est pas toujours annoncée, hein, elle n'est pas toujours transparente. Et la pratique qui se développe, évidemment, ça, c'est quelque chose qui vient carrément d'Europe, c'est évidemment de l'annoncer dès que la personne est en relation Internet avec vous ou en communication par quelque moyen électronique que ce soit, qu'il y ait de transparence dans cet élément-là. Alors, maintenant, en ce qui concerne le contenu, évidemment, quand on parle de fin du traitement, ce qu'on entend, c'est évidemment la collecte. Alors, il faut... Pourquoi est-ce qu'on... Exactement. Pourquoi l'information elle est collectée et à quoi elle va servir? Alors, ça, c'est crucial parce qu'il y a un élément dans ça qui est contenu dans la politique, mais tantôt, on faisait la distinction entre politique et avis, mais ici, au niveau de cette description que vous mettez dans la politique, bien, il y a des éléments d'engagement. Donc, ça va beaucoup plus loin que le simple énoncé de politique. Il y a entre votre organisation et la personne de qui vous recueillez les données, ou le véhicule à travers lequel, parce qu'évidemment, il y a toujours une personne physique derrière ça, qui ultimement est le générateur de données, que l'information soit comprise, à quoi ça va servir, et que ce soit un langage suffisamment intelligible qui soit compris. Les fins du traitement viennent rejoindre le registre des données, parce que le registre est une bonne occasion de se poser la question à savoir si on est en train d'aller recueillir trop de données. Par exemple, le registre doit être fait auprès du marketing, des ressources humaines, services financiers. Et par exemple, en marketing, est-ce qu'on a forcément besoin d'avoir le nom des enfants du client pour pouvoir lui envoyer, les envoyer des cartes d'anniversaire? Ça serait peut-être un exemple de renseignement excessif. On n'a pas besoin d'avoir ces renseignements-là. On fait référence à une situation qu'on a vue dans une entreprise, dans un examen qu'on faisait. Il y a quelqu'un qui avait eu la bonne idée de dire bon, on va envoyer des cartes de souhait aux membres des familles de nos clients. C'était une belle attention. Oui, absolument. Mais à ce moment-là, elle pouvait poser problème parce qu'évidemment, quand il y a un bris et que quelqu'un accède à cette information-là, là, la question c'est pourquoi vous gardiez cette information-là? Et là, ça devient un peu embêtant.
Donc, il faut réfléchir et penser à ces situations-là. Évidemment, les catégories de données traitées vont être importantes. Est-ce que c'est de l'information qui est financière? Est-ce que c'est de l'information qui se rapporte à la santé? Est-ce que c'est de l'information qui concerne les ressources humaines? Et ça va dicter beaucoup d'éléments aussi, parce que l'information financière, évidemment, concernant des personnes, bien, il y a une conséquence directe sur leur patrimoine et au niveau de la réparation, ça peut être extrêmement coûteux en termes de réparation. Donc, la barre va peut-être être placée beaucoup plus haute. Les employés, bien évidemment, il y a toujours la question des gens qui sont à notre emploi, des gens qui ont été à notre emploi ou des gens qui ont voulu être à notre emploi. Il faut faire les distinctions appropriées et ne pas confondre les trois en même temps. Et la question, évidemment, de la fiabilité des données. Absolument. C'est un engagement de par les lois, il faut que les données soient fiables. Et donc, la question de la mise à jour qui soulève. C'est ça. Et la mise à jour, quand on parle de mise à jour, qui va la faire, cette mise à jour-là? Est-ce qu'on met le fardeau sur la personne de qui on recueille les données en disant que c'est elle qui doit nous communiquer des changements d'adresse ou quoi que ce soit, ou changement d'emploi, ou est-ce que c'est nous qui, périodiquement, allons faire l'exercice pour mettre à niveau l'information? Et il faut dire aussi que les politiques qui ne sont pas à jour sont très vulnérables. On a vu des décisions qui auraient pu tourner beaucoup plus favorablement pour le client, sauf que ces politiques n'étaient pas à jour, même s'il y avait eu un comportement qui était moyennement conforme à ce qu'on s'attendait, à quoi on s'attendait. Le fait que les politiques qui ont été contrôlées par la suite n'étaient pas à jour, ça pose énormément de problèmes. D'où l'importance du sujet d'aujourd'hui quand on dit, en fait, ce qu'on dit, c'est de faire le ménage, c'est de mettre de l'ordre. Voilà. Parce que quand survient un bris de données, parce que bris de données, bien, écoutez, c'est l'action multiple, c'est le désastre, c'est la grande calamité qui peut survenir. Et dans ces situations-là, on va venir examiner tout ce qui a été fait avant, et sur la base de ce qui est fait avant, on va évaluer ce qui est arrivé. Alors que vous pourriez être entièrement innocent du bris qui est survenu. C'est quelque chose auquel il aurait été extrêmement difficile de pouvoir résister et se protéger, mais on va mettre en évidence, en exergue, en lumière, les choses qui ont été faites, qui n'ont pas été faites adéquatement. Alors, Daniel mentionnait qu'il y a beaucoup de ces choses-là qui sont somme toute assez aisées à réaliser, et c'est pour ça qu'on dit, profitons de cette occasion pour le faire. Nicolas, par rapport au traitement des données, qu'est-ce qu'on doit énoncer? Parce que le principe derrière ces politiques, c'est la transparence. On est en train de se conformer à regardez, les questions, elles sont somme toute simples. Comment la collecte va-t-elle se faire? Alors, comment on va recueillir cette information-là, qu'une personne sache comment mon interaction avec votre organisation va résulter que de l'information de moi qui va rester par chez vous. Exemple qu'on vous donne là, c'est évidemment des logiciels. Alors, si vous utilisez tel logiciel a la capacité, on a intégré des fonctions dans le logiciel qui font en sorte qu'on va savoir qu'est-ce que vous avez cherché, quelle a été la demande et quelle est l'information que vous avez sollicitée. D'où la politique des témoins, des cookies. Tout à fait, exactement. On voit aussi l'autre élément crucial parce que, que je fasse affaire avec une certaine entité puis qu'on me dise qu'on recueille de l'information, ça va. Mais quand tout à coup j'apprends que l'information va être communiquée à quelqu'un d'autre, va être divulguée ou que quelqu'un d'autre va avoir accès ou va pouvoir l'utiliser, bien à ce moment-là, ça pourrait faire en sorte que le consentement n'est pas le même que de savoir que vous le collectez, c'est une chose, mais que de savoir que vous allez permettre à quelqu'un d'autre de le divulguer. Le problème auquel on est souvent confronté et souvent interpellé, c'est quand ça a été conçu, d'où le fait qu'on parle de ménage et de mise à ordre et de mise à niveau, bien, cette entité tierce ne nous avait pas encore contactés pour nous demander nos données parce qu'ils cherchaient du big data, puis ils voulaient qu'on leur en fournisse. Et là, on a décidé de le faire. Et nous, on croyait que c'était anonyme. Et là, tout à coup, il y a eu un bris, on apprend que ça se fait de manière non anonyme. Donc, l'importance d'actualiser. Et là, on arrive évidemment à la question. La question qui est celle de comment et quand supprimer. Le comment, c'est une chose. Parce qu'évidemment, le comment présuppose qu'on ne supprime pas tout, qu'il y a une sélection qui est faite. Mais le quand. Le problème du quand, c'est que, je vous le dis simplement, c'est une chose qui est impossible à résoudre. Pourquoi je dis impossible à résoudre? Parce que, premièrement,
Premièrement, j'ai un conflit. J'ai par exemple la loi fiscale qui me dit que je dois conserver ça pendant 5 ans. Je suis obligé. Et j'ai une loi sur le privacy qui me dit que je dois le détruire après 1 an ou 2 ans. Alors, comment je résous cette situation? Alors, ça, c'est là qu'au niveau de la conception, de l'édification, de l'architecture, qu'il faut faire un travail important. Parce que malheureusement, ce qu'on observe, nous, c'est que ce sont des décisions cruciales, ce sont des décisions d'orientation majeures de l'entreprise qui sont laissées, je dirais presque en sous-traitance à des équipes techniques qui, le serveur était plein, alors on a décidé de purger les serveurs. La politique ne doit pas être basée là-dessus. Il doit y avoir une grande réflexion parce que, vous pouvez dire, ben, si j'en supprime plus que moi, je ne pourrais pas faire approcher. Au contraire, on pourrait dire que vous aviez cette information-là et que vous l'avez détruite, cette information-là, et que maintenant, elle serait utile et cruciale. Alors, c'est pour ça que c'est pas simplement de dire ça peut être blanc ou noir. On est dans le monde de la nuance et dans les nuances de gris, et elles sont énormes et elles sont considérables. Ça, c'est pas l'aspect qui est facile. Ça, c'est l'aspect qui requiert qu'on se déroule les manches et qu'on établisse de véritables mécanismes qui font l'objet d'une grande réflexion dans l'organisation. Et pour enchaîner sur ça, la protection des données, il faut être très clair premièrement parce que vous avez le devoir de la transparence, mais aussi en cas de bris, si on a mis en place les mesures de protection de données meilleures pratiques, on est beaucoup plus protégé par rapport aux pénalités et par rapport aux actions en justice qui vont découler. Donc, il faut décrire et il faut mettre en place des mesures de sécurité, non seulement administratives, mais technologiques et organisationnelles. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il faut avoir un processus en cas de bris. Il faut avoir un comité de gouvernance de données, c'est-à-dire un comité de protection des données au sein de l'entreprise. Ça peut être 3 personnes, un comité qui se rencontre 3 fois par an, 4 fois par an est suffisant, mais il faut avoir quand même cette structure de gouvernance. Il faut être très clair par rapport, comme tu disais, aux droits de la personne concernée. Comment est-ce que cette personne peut faire valoir ses droits au sein de l'entreprise? Et, comme on a dit, mettre à jour les politiques, c'est absolument essentiel. Parce que ce qu'on observe, c'est que quand vous regardez, évidemment, le fait d'avoir des mesures de sécurité, on en voit, on les remarque. Oui. Nous, quand on voit, on arrive, processus quant au prix, les gens ont des étapes, des cheminements, des processus, des intervenants, des tiers sur qui ils peuvent compter pour les appuis. La particularité, c'est qu'il y a eu une transaction, on a acquis une autre entreprise, on a fusionné, on a élargi, on s'est développé, quoi que ce soit, et on n'a pas fait de mise à jour. Et pourtant, il y a eu des mutations importantes qui sont arrivées dans la manière de collecter, dans la finalité, dans les tiers avec qui on transige concernant ces informations-là, et aucune mise à jour n'est faite. Ce qui laisse quelqu'un qui regarde ça, ça laisse l'impression que le travail n'avait pas été bien fait, alors qu'à l'origine, il l'avait été, mais il a été laissé pour compte, on le tient pour acquis. Moi, je compare ça, en fait, à tondre la pelouse. Alors, si je vois votre maison, vous avez fini de tondre la pelouse, c'est beau, ça fait une journée, il n'y a plus un peu, c'est arrosé, c'est beau, c'est magnifique. Et vous dites, bon, parfait, il a bien aimé ma pelouse, alors je peux arrêter. Bien, je reviens 3 semaines plus tard, puis je regarde, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? La maison est abandonnée. Alors, c'est l'exercice qui va faire. C'est exact, ça, c'est l'illustration parfaite. Non, c'est parfait. Je voudrais tourner maintenant aux procédures, parce que ce n'est pas que les politiques qu'il faut mettre en place, il faut également adopter des procédures. Les 3 procédures les plus importantes sont la procédure de réponse au bris, la demande d'accès des personnes concernées et le registre de bris et d'incidents. Alors, par rapport à la procédure de réponse au bris, il est absolument essentiel d'établir sur en quoi consiste un bris versus un incident. On a vu dans les webinaires antécédents que on n'a pas
l'obligation de divulguer tout bris, seulement les bris qui posent un risque réel de préjudice grave. Alors, il faut établir en fonction de votre industrie et de votre entreprise ce en quoi consiste un risque réel de préjudice grave. Alors ça, c'est le gros vraiment de cette procédure-là. Ensuite, les personnes à informer, l'application des TI, l'analyse évidemment et puis la réparation des bris et les avis aux personnes impliquées et puis aux autorités de protection des données. Oui. Et pas perdre de vue les incidents aussi, hein, parce qu'on parle beaucoup des bris, on ne parle pas des incidents, mais voilà. Parce que quand on perd de vue les incidents, quelqu'un a perdu son laptop, ou ça a été volé dans sa voiture, même son téléphone intelligent, et on ne prend pas note de ça ou quoi que ce soit. Il ne faut pas oublier qu'un incident peut être l'origine d'un bris. Absolument. Et ne l'ayant pas documenté, on n'a pas remarqué que tout à coup, il y a eu plus de pertes d'ordinateurs portables dans les derniers mois. Alors, est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui devrait planifier un coût ou quelque chose qui pourrait être au détriment de l'entreprise? Demande d'accès des personnes concernées. Ça, juste rapidement, je pense que les points sont là. Ce qui est important vraiment là, c'est d'établir le délai le délai de réponse de l'entreprise. Certains pays et certains États ont des délais fixes. Alors, meilleure pratique, 1 mois. Donnez-vous 28 jours pour être conforme au mois de février, mais 28 jours pour répondre à une demande d'accès des personnes concernées. Et enfin, et Nicolas référait à ça tout à l'heure, c'est le registre des bris et des incidents. Donc, quand vous subissez soit un bris, soit un incident, il faut à tout prix le noter dans un registre parce que c'est ce registre-là qui sera contrôlé par les autorités et vous serez redevable d'une pénalité de 100 000 si vous l'avez pas. On l'a vu quand on a parlé des bonnes pratiques, mais on le voit aussi maintenant quand on parle de mise à ordre et d'organisation, de profiter de cette pause qui a lieu pour mettre à niveau, bien, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment adresser. Oui, parce que c'est le négligé de la groupe. Alors, et évidemment, en parlant de négligé, ben, il n'est pas orphelin le négligé parce qu'évidemment, en termes de formation, puis en termes d'engagement, puis on va le voir tout de suite à la prochaine diapositive, l'élément qui retient beaucoup notre attention, c'est que la formation, je donnais l'exemple, j'utilisais l'image de ton de la pelouse, mais la formation, elle doit être continue. Ce qu'on savait avant la crise de la COVID n'est plus ce qu'on sait aujourd'hui. En termes de protection des données, je ne parle pas simplement en termes de protection de la santé publique. Alors, il y a non seulement une formation générale que tout le monde doit, mais il faut savoir que dans chaque département, la réalité qui se déroule, elle est différente de celle des autres départements. Alors, la formation, elle doit être taillée sur mesure. Ce n'est pas le royaume du one size fits all ici. Et comme la pelouse, elle doit être continue. Il faut toujours refaire la formation parce que les lois changent, les incidents changent et l'expérience change. Finalement, je voudrais terminer là-dessus. L'engagement, comment aller chercher l'engagement de votre entreprise? Parce que souvent, tout ce qui est privacy, protection des données, conformité, est perçu comme étant un obstacle. Or, ce n'est plus le cas. Il faut se rappeler que la raison pour laquelle le règlement européen a été mis à jour, c'est qu'on a constaté qu'il y avait un manque de confiance dans tout ce qui était commerce électronique parce que les particuliers pensaient que leurs données n'étaient pas protégées convenablement. Et ce qu'on a constaté suite à la promulgation de cette loi, c'est que la confiance a augmenté de 50%. Donc, conformité et confiance du consommateur vont main en main. La conformité n'est pas un obstacle. Nous, on rencontre des conseils d'administration, on rencontre les directions d'organisation d'entreprise et on leur explique le lendemain, the day after, quand il y a eu le bris et qu'est-ce que c'est que de vivre. Ça, nous avons eu l'occasion de le vivre avec l'organisation de dirigeants et de direction. On leur explique. Il faut donc évidemment sensibiliser les directions de vos organisations et tout le personnel, mais sensibiliser l'organisation pour que l'orientation soit donnée et que les ressources soient allouées pour cette protection. Impliquer les employés, demandez-leur comment les données transitent, les données auxquelles ils ont accès. Est-ce qu'ils pensent qu'ils ont trop d'accès, pas assez d'accès? Est-ce que c'est efficace ou pas? Parce que l'idée, ce n'est pas d'être un obstacle
opérationnel. Au contraire, c'est de faciliter les opérations et de faire en sorte que l'entreprise grandisse et bénéficie de... Vous êtes nombreux à nous adresser des questions. On cherche à répondre à toutes les questions que vous nous adressez. Vous avez des adresses courriels qui sont affichées. Je pense qu'on peut les voir dans la prochaine diapositive. Alors, n'hésitez pas à continuer à le faire, ça nous fait plaisir. Et nous allons vous convier à un autre rendez-vous pour la suite, évidemment, de la préparation de ce qu'on espère pouvoir appeler le retour à la normale. Sur ce, évidemment, on vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au plaisir. Merci. Merci, Daniel. Merci.